Le milliardaire se moqua de la femme de ménage, jusqu'à ce qu'il découvre ce qu'elle cachait dans son sac. Lorsque le milliardaire Rodrigo vit ce qu'Elena cachait dans son sac en cuir usé, son visage changea complètement. En quelques secondes, toute son arrogance disparut, remplacée par quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, une honte profonde et une peur authentique. Que pouvait bien contenir un simple sac de femme de ménage pour qu'il touche l'un des hommes les plus puissants de la ville? Qui cachait-elle de si important qu'elle préférait être humiliée en public plutôt que de le révéler? Car Elena n'était pas qu'une simple femme de ménage, elle gardait un secret qui changerait à jamais la façon dont tout le monde dans cet immeuble l'apercevait. Un secret si puissant que, lorsqu'il fut finalement révélé, Rodrigo lui-même la supplia de lui pardonner. Pour comprendre comment une femme invisible a réussi à faire tomber un géant, nous devons revenir au moment où tout a commencé. Elena marchait dans les couloirs de l'élégant bâtiment d'entreprise avec son chariot de nettoyage, sentant le poids des regards qui la suivaient. À 52 ans, elle avait appris à devenir invisible dans ces espaces où le marbre brillait plus que les espoirs de ceux qui le nettoyaient. Ses mains, marquées par des années de travail acharné, tenaient fermement la anse de son vieux sac en cuir, un objet qu'elle ne quittait jamais, même pendant les plus longues journées. Ce mardi matin, l'atmosphère dans la tour de bureau était différente. Les employés chuchotaient entre eux, et la tension flottait dans l'air comme l'arôme du café cher servi dans les bureaux des cadres. Elena était arrivée tôt, comme toujours, mais quelque chose dans le regard des agents de sécurité lui indiquait que cette journée ne serait pas comme les autres. Rodrigo Mendoza, le propriétaire du conglomérat, avait décidé de faire l'une de ses célèbres inspections surprises. C'était un homme de 45 ans, habitué à ce que le monde s'incline devant sa présence. Sa fortune, héritée et multipliée par des affaires impitoyables, lui avait donné le sentiment illusoire qu'il pouvait traiter les gens comme des objets jetables. Quand Elena arriva à l'étage exécutif, où les tapis persans coûtaient plus que le salaire annuel de 10 employés, elle ne savait pas que sa vie était sur le point de changer à jamais. Rodrigo était là, entouré d'une petite foule de managers et d'assistants, tous désireux de l'impressionner par leur loyauté aveugle. Elena commença son travail, comme elle l'avait fait pendant les 3 dernières années, en nettoyant discrètement autour du groupe. Son sac, pendu à son épaule, se balançait doublement au gré de ses mouvements. C'était un sac étrange pour une femme de ménage, en cuir véritable, bien qu'usé, avec un fermoir doré qui avait perdu son éclat mais conservait une élégance indéniable. Rodrigo la remarqua immédiatement, et quelque chose dans sa posture droite, dans la façon digne avec laquelle Elena tenait sa tête, l'agaça profondément. Dans son monde, les gens de la classe inférieure devaient faire preuve de soumission, baisser la tête et accepter leur place sans se poser de questions. Elena sentit le regard perçant du milliardaire, mais elle continua son travail. Elle avait appris que la meilleure défense était l'invisibilité, mais ce matin, sa stratégie ne fonctionnerait pas. Lorsqu'elle se pencha pour nettoyer une table d'appoint, son sac glissa légèrement vers l'avant, et le bruit subtil de papier à l'intérieur attira l'attention de Rodrigo. Le milliardaire s'approcha, un sourire cruel ornant son visage. Ses yeux brillaient de cette malice que seuls ceux qui n'ont jamais connu la vraie adversité possèdent. Elena sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais elle garda son calme. Ses doigts se refermèrent instinctivement autour de la anse de son sac, comme si elle protégeait sa propre âme. Rodrigo commenta à voix haute, s'assurant que tout le monde puisse l'entendre, qu'il était intéressant de voir comment les gens de sa classe s'accrochaient à des objets sans valeur. Il suggéra qu'Elena y gardait probablement des restes de nourriture, peut-être quelques objets trouvés pendant son travail. Les managers rirent nerveusement, sans savoir qu'il assistait au début de leur propre chute. Elena serra son sac contre sa poitrine, et pendant un instant, quelque chose brilla dans ses yeux. Ce n'était pas de la peur, mais une tristesse profonde mêlée à une dignité inébranlable. Elle murmura à peine audiblement que s'il savait ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur, mais elle ne termina pas la phrase. Rodrigo, enivré par la situation et par la soumission apparente d'Elena, décida de pousser sa cruauté un peu plus loin. Il exigea qu'elle ouvre son sac devant tout le monde, arguant que c'était une mesure de sécurité. Les employés présents se sentirent mal à l'aise, mais personne n'eut le courage d'intervenir. Elena pâlit. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle serrait son sac plus fort. À ce moment-là, tout le monde put voir qu'il ne s'agissait pas de honte ou de culpabilité, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. C'était comme si Rodrigo lui demandait d'ouvrir son propre cœur et d'exposer son âme la plus intime. Le silence se répandit dans l'atmosphère comme une ombre lourde. Elena regarda Rodrigo droit dans les yeux et, pour la première fois depuis des années, elle ne baissa pas le regard.
Il y avait quelque chose dans son expression qui fit frissonner certains des présents. Rodrigo ne savait pas qu'il était sur le point d'ouvrir une porte qui changerait non seulement sa perception d'Elena, mais aussi de lui-même et de tout ce qu'il croyait savoir sur la valeur humaine. Il ne savait pas que, à l'intérieur de ce sac en cuir usé, se cachaient des secrets qui pourraient détruire tout ce sur quoi il basait son faux sentiment de supériorité. La tension dans l'atmosphère devint presque palpable tandis qu'Elena restait immobile, tenant son sac comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée au monde. Rodrigo, interprétant son silence comme un défi, intensifia son attaque verbale. Il commenta avec sarcasme que les gens comme elle avaient toujours de sales secrets à cacher, insinuant qu'elle volait probablement des produits de nettoyage ou de petits objets dans les bureaux. Les employés présents commençaient à se sentir de plus en plus mal à l'aise. Certains détournèrent le regard, d'autres échangèrent des regards nerveux. Marina, une jeune assistante qui avait observé Elena pendant des mois, ressentit un pincement de culpabilité. Elle avait remarqué qu'Elena était différente des autres femmes de ménage, plus éduquée, plus raffinée dans ses mouvements, comme si elle avait connu un monde meilleur. Elena ferma les yeux un instant, et ceux qui l'observaient purent voir sa lutte intérieure. Ses lèvres bougèrent dans un murmure silencieux, comme si elle priait ou se souvenait de quelque chose de très important. Lorsqu'elle les rouvrit, il y avait une détermination de fer dans son regard. Rodrigo, interprétant mal son silence comme de la peur, décida de l'humilier encore plus. Il suggéra que si elle n'avait rien à cacher, il n'y aurait aucun problème à montrer le contenu de son sac. Il argua que la transparence était importante dans son entreprise, surtout parmi les employés au moins fiables. Elena sentit chaque mot comme un coup physique. Non pas à cause de l'humiliation elle-même, mais parce qu'elle savait que ce qu'elle gardait dans son sac était trop sacré, trop douloureux pour être exposé à la cruauté de cet homme. Son esprit s'envola vers des souvenirs qu'elle avait tenté de garder enfouis, des souvenirs d'une vie qui semblait appartenir à une autre personne. Intérieurement, Elena revécut le moment où elle avait pris la décision de garder ses objets dans le sac. C'était 3 ans plus tôt, le jour le plus douloureux de sa vie, quand tout ce qu'elle avait construit s'était effondré comme un château de cartes. Elle se rappela comment elle avait soigneusement sélectionné chaque objet, comme si elle créait un hôtel personnel pour honorer tout ce qu'elle avait perdu. Rodrigo, impatient de son silence, s'approcha et tendit la main vers le sac. Elena recula instinctivement, protégeant l'objet de tout son corps. La réaction fut si viscérale, si désespérée, que même les employés les plus insensibles en furent troublés. Un manager plus âgé, Carlos, qui travaillait dans l'entreprise depuis 15 ans, commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Il y avait quelque chose dans la posture d'Elena, dans la façon digne avec laquelle elle gardait la tête haute même sous cette humiliation, qui lui rappelait quelqu'un. Il ne pouvait pas identifier qui exactement, mais il y avait une familiarité troublante dans ses gestes. Elena finit par parler, d'une voix qui tremblait non pas de peur, mais d'une douleur contenue. Elle dit qu'il y avait des choses dans la vie plus importantes que le travail, plus sacrées que l'argent, et que certaines blessures étaient trop profondes pour être exposées à la curiosité cruelle des autres. Ces mots résonnèrent avec une éducation et une profondeur qui contrastaient complètement avec l'image que Rodrigo avait d'elle. C'était comme si un masque était tombé, révélant un instant la véritable Elena qui se cachait sous l'uniforme de femme de ménage. Rodrigo, confus et irrité par cette démonstration inattendue de dignité, se sentit encore plus déterminé à briser sa résistance. Il menaça de la renvoyer si elle ne montrait pas immédiatement le contenu du sac. Il affirma qu'une simple femme de ménage n'avait pas le droit de le défier de cette manière. Elena sentit que le monde s'écroulait autour d'elle. Le travail, aussi humble soit-il, était la seule chose qui lui donnait une stabilité après la tragédie qui avait détruit sa vie antérieure. Mais en même temps, elle savait qu'ouvrir ce sac serait comme profaner tout ce qui lui restait de sacré. Les employés présents commencèrent à chuchoter entre eux. Certains défendaient timidement que Rodrigo allait peut-être trop loin, tandis que d'autres soutenaient que les règles étaient pour tout le monde. Marina, la jeune assistante, sentit des larmes monter dans ses yeux en voyant l'agonie silencieuse d'Elena. Dans ce moment de tension extrême, Elena prit une décision qui allait tout changer. Elle regarda Rodrigo droit dans les yeux et lui dit qu'elle avait traversé des épreuves dans la vie qu'un homme comme lui, protégé par sa richesse depuis le berceau, ne pourrait jamais comprendre. Qu'elle avait connu des pertes qui rendaient tous ces millions insignifiants. La façon dont elle parlait, la profondeur de ses mots, la dignité inébranlable dans sa voix, créa un silence de mort dans l'ambiance. Pour la première fois, Rodrigo ressentit un léger malaise, comme s'il marchait sur un terrain dangereux sans le savoir. Elena ferma les yeux et murmura qu'elle allait ouvrir le sac, mais qu'il devrait vivre avec les conséquences de sa cruauté pour le reste de sa vie.
Ces mots portaient un poids prophétique qui fit frissonner certains des présents. Elena ouvrit lentement son sac, ses mains tremblant comme des feuilles dans une tempête. Chaque mouvement semblait lui causer une douleur physique, comme si elle ouvrait des blessures mal cicatrisées. Les employés présents retenaient leur souffle, se sentant complices involontaires d'une profanation qu'ils savaient malhonnête, mais qu'ils n'avaient pas le courage d'arrêter. Rodrigo se pencha en avant, s'attendant à trouver des preuves qui justifieraient son humiliation publique d'Elena. Dans son esprit arrogant, il imaginait des objets bon marché, peut-être quelques produits de nettoyage volés, n'importe quoi qui confirmerait ses préjugés sur les gens de la classe inférieure. Mais quand Elena sortit le premier objet, l'ambiance changea complètement. C'était une photographie encadrée d'argent, d'une qualité et d'une élégance qui contrastaient de manière saisissante avec l'image que tout le monde avait d'elle. La photo montrait une femme plus jeune, rayonnante, vêtue d'une blouse blanche impeccable, tenant un diplôme. À ses côtés, une belle adolescente souriait avec la fierté évidente d'une fille qui admirait profondément sa mère. Marina fut la première à reconnaître que la femme sur la photo était Elena, mais une Elena du passé, une Elena qui appartenait à un monde complètement différent. Ses mains portèrent instinctivement à sa bouche pour étouffer un cri de surprise. Elena tenait la photographie avec une tendresse infinie, comme si elle touchait le visage d'être cher. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle avait retenues pendant des années, des larmes qui portaient le poids d'une perte incommensurable. Elle expliqua, d'une voix brisée par l'émotion, que cette photo avait été prise le jour de sa remise de diplôme en médecine, il y a plus de 20 ans, quand sa fille n'avait que 15 ans et croyait que sa mère était la femme la plus importante du monde. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rodrigo eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Une médecin. Elena avait été médecin. Des calculs commencèrent à se former dans son esprit, mais il ne pouvait pas encore les traiter complètement. Elena continua à sortir des objets de son sac, chacun plus percutant que le précédent. Des diplômes soigneusement pliés, des certificats de spécialisation, des lettres de remerciement de patients écrites à la main, certaines datant de plus d'une décennie. Chaque document racontait l'histoire d'une vie complètement différente, d'une femme qui avait dédié ses années les plus productives à sauver des vies et à soulager la souffrance. Carlos, le manager vétéran, ressentit une reconnaissance fulgurante. Il se souvint avoir lu sur le docteur Elena Vasquez des années auparavant, une médecin qui avait travaillé dans les hôpitaux publics les plus pauvres de la ville, connue pour son dévouement extraordinaire envers les patients qui ne pouvaient pas se permettre de traitement privé. Il se souvint également qu'elle avait soudainement disparu des nouvelles médicales, et personne ne savait ce qui lui était arrivé. Elena sortit alors une lettre particulièrement jaunie et en lut quelques fragments d'une voix qui se brisait à chaque mot. C'était une lettre d'une mère la remerciant d'avoir sauvé son fils d'une maladie que d'autres médecins avaient jugée incurable. La femme écrivait qu'Elena n'avait pas seulement guéri le corps de son fils, mais qu'elle avait rendu l'espoir à toute sa famille. Rodrigo se sentit physiquement malade. Chaque objet qu'Elena retirait de son sac était comme une gifle à son arrogance, une preuve irréfutable qu'il avait humilié une femme dont la contribution au monde dépassait infiniment la sienne. Mais le pire était encore à venir. Elena sortit une deuxième photographie, cette fois plus récente, et quand elle la montra, plusieurs employés étouffèrent des cris d'horreur. C'était l'image d'un accident de la circulation, prise par un journal local. Elena expliqua, d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe, que c'était la dernière photographie publiée de sa fille, Maria Elena, 18 ans, étudiante en médecine qui rêvait de suivre les traces de sa mère. Elena raconta comment elle travaillait à l'hôpital la nuit de l'accident, sauvant la vie d'un patient en chirurgie d'urgence, quand elle avait reçu l'appel qui avait détruit son monde. Sa fille était morte sur le coup lorsqu'un conducteur ivre avait dévié de sa voie. Cette même nuit, Elena avait sauvé une vie et avait perdu la raison de sa propre existence. La transformation d'Elena avait commencé cette nuit-là. La douleur avait été si intense qu'elle ne pouvait plus se concentrer sur la médecine. Chaque patient lui rappelait qu'elle n'avait pas pu sauver la personne la plus importante de sa vie. Les erreurs avaient commencé à apparaître, petites au début, mais suffisantes pour soulever des doutes sur sa compétence. Elena expliqua qu'elle avait tenté de continuer à travailler, mais que la douleur était paralysante. Les hôpitaux avaient commencé à remettre en question sa stabilité émotionnelle. Certains collègues, inquiets, avaient suggéré qu'elle prenne un congé prolongé. Mais Elena savait que si elle s'arrêtait, elle ne pourrait plus jamais toucher un scalpel sans penser à Maria Elena. La décision de renoncer à la médecine avait été la plus douloureuse de sa vie, après avoir perdu sa fille. Elena avait gardé tous ses objets dans son sac pour maintenir vivant le souvenir de qui elle avait été, pour maintenir vivant le souvenir de sa fille qui avait été si fière d'elle.
Rodrigo était pâle comme un cadavre. Il s'était attendu à humilier une femme de ménage insignifiante et s'était retrouvé face à une femme dont la perte et le sacrifice le faisaient se sentir petit et insignifiant. Chaque mot d'Elena était comme un poignard dans sa conscience, lui révélant la profondeur de sa propre cruauté et de son ignorance. Les employés présents se mirent à pleurer ouvertement. Marina sanglotait de manière incontrôlable, se sentant coupable d'avoir été un témoin silencieux de tant de petites humiliations quotidiennes qu'Elena avait subies sans jamais se plaindre. Elena ferma lentement son sac, comme on ferme un autel sacré après la prière. Elle regarda Rodrigo droit dans les yeux et lui dit que maintenant il savait pourquoi ce sac était plus important pour elle que n'importe quel travail, plus sacré que n'importe quel salaire. Elle lui dit qu'il y avait des choses dans la vie que l'argent ne pouvait pas acheter ni la pauvreté ne pouvait voler, la mémoire, l'amour et la dignité d'avoir consacré sa vie à quelque chose de plus grand que soi. Elena est restée debout, tenant son sac contre sa poitrine, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes d'humiliation, mais de douleur d'avoir dû exposer ses blessures les plus profondes à la cruauté d'étrangers. L'ambiance dans le bureau avait complètement changé, il ne s'agissait plus d'un patron puissant humiliant une employée insignifiante, mais d'un être humain confronté à l'ampleur de sa propre insensibilité. Rodrigo eut l'impression que le monde avait changé de couleur. Tout ce qu'il avait cru sur la supériorité, sur la valeur des gens basée sur leur position sociale, s'effondrait sous ses yeux. Elena n'était pas seulement une ex-médecin, elle avait été une médecin extraordinaire, une femme qui avait dédié sa vie à sauver les autres, en particulier ceux qui ne pouvaient pas se payer des soins médicaux de qualité. Carlos, le manager vétéran, commença à se souvenir de plus de détails sur le docteur Elena Vasquez. Il avait lu des articles sur elle dans des revues médicales, sur la façon dont elle avait développé des techniques innovantes pour des chirurgies complexes dans des hôpitaux aux ressources limitées. Il se souvint qu'elle avait été nominée pour plusieurs prix pour son travail humanitaire, rejetant toujours des offres lucratives de cliniques privées pour continuer à travailler avec les plus démunis. Elena, voyant l'impact de ces révélations, décida de compléter l'histoire qu'elle avait gardée enfouie pendant 3 ans. Elle expliqua comment, après la mort de sa fille, elle était tombée dans une dépression si profonde qu'elle ne pouvait plus fonctionner comme médecin. Les hôpitaux où elle travaillait, bien que compréhensifs au début, avaient commencé à la pousser à chercher de l'aide psychologique. Mais Elena savait qu'aucune thérapie ne pourrait combler le vide que Maria Elena avait laissé dans sa vie. Sa fille n'avait pas seulement été sa raison de vivre, mais aussi sa motivation professionnelle. Maria Elena l'accompagnait souvent lors de ses gardes quand elle était plus petite, observant avec admiration comment sa mère guérissait les gens. La jeune fille avait grandi en rêvant de devenir médecin comme sa mère, d'aider les pauvres et les nécessiteux. Elena raconta comment elle avait essayé de continuer à travailler pendant 6 mois après l'accident, mais chaque procédure médicale était devenue une torture. Ses mains, qui avaient été autrefois fermes et précises, tremblaient. Son esprit, qui avait été capable de diagnostics brillants, s'embrouillait de souvenirs douloureux. Des erreurs avaient commencé à apparaître, petites au début, mais suffisantes pour compromettre la sécurité des patients. La décision de démissionner avait été dévastatrice. Elena se souvint du jour où elle avait remis son dernier rapport médical, lorsqu'elle avait rendu sa blouse blanche et son stéthoscope. Elle avait eu l'impression d'enterrer non seulement sa carrière professionnelle, mais aussi la partie d'elle-même qui avait donné un sens à son existence pendant plus de 20 ans. Elena expliqua comment elle était tombée dans une spirale descendante après avoir quitté la médecine. Ses économies s'étaient rapidement épuisées, d'autant plus qu'elle avait dépensé une fortune pour les funérailles de Maria Elena et pour rembourser les dettes que sa fille avait contractées pour ses études universitaires. Sans revenus médicaux, Elena avait été forcée de chercher n'importe quel type de travail qu'elle pouvait trouver. La transition de médecin respecté à femme de ménage avait été brutale. Elena se souvint de son premier jour de nettoyage de bureau, comment ses mains, habituées à tenir des instruments chirurgicaux de précision, tenaient maintenant des chiffons et des produits de nettoyage. Mais il y avait une certaine dignité dans le travail honnête, quelque chose qui lui permettait de garder la tête haute même dans sa nouvelle réalité. Marina, la jeune assistante, ne pouvait plus retenir ses larmes. Elle comprenait maintenant pourquoi Elena avait toujours été si différente, pourquoi elle parlait avec tant d'éducation, pourquoi ses mouvements avaient une grâce naturelle qui contrastait avec son travail. Elle se rappela toutes les fois où elle avait vu Elena travailler en silence, toujours efficace, toujours respectueuse, ne se plaignant jamais ni ne demandant de faveur spéciale. Elena révéla alors le détail le plus douloureux de tous. Elle expliqua qu'elle avait gardé son sac avec ses objets pour préserver non seulement sa propre identité, mais aussi la mémoire de sa fille. Chaque matin, avant de commencer son travail, elle ouvrait discrètement le sac et regardait la photographie de Maria Elena,
lui murmurant que ce jour-là aussi, elle travaillerait avec dignité, honorant sa mémoire. Rodrigo se sentit physiquement malade en réalisant qu'il n'avait pas seulement attaqué Elena, mais aussi la mémoire de sa fille décédée. Il avait profané quelque chose de sacré, il avait forcé une mère en deuil à exposer sa douleur la plus intime à la curiosité cruelle d'étrangers. Elena conclut son récit en expliquant qu'elle avait choisi de garder ces objets dans son sac parce qu'elle avait besoin de les emporter avec elle, elle avait besoin de savoir qu'une partie de son ancienne vie, de son identité de médecin et de mère, restait intacte. Le sac était devenu son hôtel personnel, le seul endroit où elle pouvait maintenir vivante la connexion avec qui elle avait été avant que la tragédie ne redéfinisse son existence. Les employés présents étaient émotionnellement dévastés. Certains pleuraient ouvertement, d'autres restaient silencieux, traitant l'ampleur de ce qu'ils avaient vu. Tous se rendirent compte qu'ils avaient été témoins non seulement d'une humiliation injuste, mais de la profanation d'un sanctuaire personnel construit sur la perte et l'amour inconditionnel. Rodrigo finit par trouver sa voix, mais les mots sortirent brisés, à peine audibles. Il murmura une excuse qui semblait pathétiquement inadéquate face à l'immensité de la douleur qu'il avait causée. Elena le regarda avec un mélange de tristesse et de compassion qui le fit se sentir encore plus petit et insignifiant. Elena répondit avec une dignité qui coupa l'air comme une lame affûtée. Elle lui dit qu'elle avait appris, à travers sa perte, que la vraie richesse d'une personne ne se mesurait pas en argent ou en position sociale, mais dans la capacité d'aimer, de servir les autres et de conserver sa dignité même dans les circonstances les plus difficiles. Le silence qui suivit les mots d'Elena était si dense qu'il semblait avoir un poids physique. Rodrigo restait immobile, son visage avait perdu toute couleur, et pour la première fois de sa vie d'adulte, il se sentait complètement vulnérable. Les employés présents échangeaient des regards de choc et de honte, comprenant qu'ils avaient été témoins de quelque chose qui allait changer à jamais leur perception de la valeur humaine et de la dignité. Marina, la jeune assistante, ne put plus supporter le silence. Les larmes coulant sur ses joues, elle s'approcha d'Elena et lui demanda pardon au nom de tous ceux qui étaient restés silencieux pendant des années alors qu'elle était traitée comme si elle était invisible. Sa voix tremblait lorsqu'elle confessa qu'elle avait toujours remarqué qu'Elena était différente, plus éduquée, plus raffinée, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de s'informer sur son histoire. Elena accueillit les excuses de Marina avec un sourire triste mais sincère. Elle lui expliqua qu'elle n'avait aucune rancune envers ceux qui avaient simplement supposé qu'elle était ce qu'elle semblait être. La vraie amertume était réservée à ceux qui utilisaient leur pouvoir pour humilier les autres, surtout lorsque cette humiliation était inutile et cruelle. Carlos, le manager vétéran, s'avança avec détermination. Il se souvenait maintenant parfaitement de qui était le docteur Elena Vasquez. Il avait lu des articles sur elle dans des publications médicales, sur ses innovations en chirurgie d'urgence, sur son travail acharné dans les hôpitaux publics. Il se rappela en particulier un article sur la façon dont elle avait opéré pendant 36 heures d'affilée lors d'une crise d'urgence, sauvant des vies que d'autres médecins avaient considérées comme perdues. Carlos confronta directement Rodrigo, ce qu'il n'avait jamais fait en 15 ans de travail. Il lui dit qu'il n'avait pas seulement humilié une employée, mais une femme dont les contributions à la société dépassaient infiniment tout ce qu'il avait accompli avec toute sa richesse héritée. Ces mots portaient le poids d'années de frustration accumulées en assistant à l'arrogance de son patron. Rodrigo tenta de répondre, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Il se rendit compte que tout ce qu'il dirait semblerait creux et pathétique face à l'ampleur de son erreur. Il avait attaqué une femme qui avait consacré sa vie à en sauver d'autres, une femme qui avait perdu tout ce qu'elle aimait et qui conservait malgré tout sa dignité intacte. Elena, voyant l'agonie sur le visage de Rodrigo, ressentit une compassion qui la surprit elle-même. Malgré la douleur qu'il avait causée, elle reconnut dans ses yeux le même genre de souffrance qu'elle connaissait si bien, la prise de conscience dévastatrice qu'on a commis une erreur irréparable. Mais Elena n'était pas prête à pardonner facilement. Elle dit à Rodrigo que sa cruauté ne venait pas de l'ignorance, mais de l'arrogance. Elle expliqua qu'il avait choisi de l'humilier en se basant uniquement sur son apparence et sa position sociale, sans considérer un instant qu'elle pouvait avoir une histoire, une dignité, une humanité qui méritait le respect. Les autres employés commencèrent à prendre la parole. Un par un, ils commencèrent à confronter Rodrigo sur d'autres incidents de traitement dégradant envers des employés de rang inférieur. Elena était devenue le symbole de tous ceux qui avaient été sous-estimés et maltraités en raison de leur position économique. Elena révéla alors quelque chose que personne n'attendait. Elle expliqua que pendant ses 3 années de travail dans l'immeuble, elle avait observé comment Rodrigo traitait non seulement elle, mais aussi tous les employés de service. Elle avait vu la façon méprisante dont il parlait aux gardes de sécurité, aux employés de la cafétéria, aux concierges.
Elle avait été le témoin silencieux d'un schéma constant d'abus de pouvoir déguisé en autorité d'entreprise. Elena raconta comment, à plusieurs reprises, elle avait envisagé de démissionner à cause de l'environnement toxique, mais qu'elle avait désespérément besoin du travail. En tant que mère célibataire qui avait perdu sa seule fille, le travail représentait non seulement sa survie économique, mais aussi un moyen de rester occupée, d'éviter de sombrer complètement dans la dépression. Rodrigo finit par trouver des mots, mais seulement pour offrir des excuses qui semblaient désespérées et intéressées. Il promit des changements, des augmentations de salaire, de meilleures conditions de travail. Mais Elena l'interrompit avec un regard qui coupa ses mots comme un scalpel. Elena lui expliqua que le problème n'était pas économique, mais moral. Elle lui dit qu'une personne qui avait hérité de la richesse sans avoir jamais connu la lutte, le sacrifice ou la perte réelle ne pouvait pas simplement décider de devenir meilleur du jour au lendemain. La vraie transformation exigeait de l'humilité, et l'humilité ne s'apprenait qu'à travers la souffrance authentique. Les mots d'Elena résonnèrent dans l'atmosphère comme une sentence. Les employés présents comprirent qu'il assistait non seulement à l'humiliation de leur patron, mais aussi à une profonde leçon sur la nature du vrai pouvoir et de la dignité humaine. Elena rangea soigneusement ses objets sacrés dans son sac, chaque mouvement effectué avec la même révérence qu'un prêtre manipule des objets liturgiques. Ses mains ne tremblaient plus, elle avait trouvé une étrange paix en ayant enfin partagé son histoire, en ayant honoré publiquement la mémoire de sa fille. Rodrigo observait chaque geste d'Elena, comprenant qu'il était le témoin d'une dignité que l'argent ne pouvait pas acheter. Il se rendit compte qu'il avait passé toute sa vie à confondre pouvoir et valeur, position sociale et mérite humain. Elena, avec son sac usé et son uniforme de nettoyage, possédait quelque chose qu'il n'avait jamais eu, la respectabilité qui vient du sacrifice sincère et de l'amour inconditionnel. Marina s'approcha à nouveau d'Elena et lui demanda pourquoi elle n'avait jamais raconté son histoire auparavant. Elena répondit avec un sourire mélancolique qu'elle avait appris que les gens voyaient ce qu'ils voulaient voir. Si elle était venue en tant que docteur Elena Vasquez, elle aurait été traitée avec respect pour son titre, pas pour son humanité. En tant que femme de ménage, elle avait découvert qui étaient vraiment les gens autour d'elle. Elena expliqua qu'il y avait quelque chose de libérateur à être invisible, à être sous-estimé. Cela lui avait permis d'observer la vraie nature des gens sans les masques qu'ils portaient normalement devant quelqu'un de statut social élevé. Elle avait vu une bonté sincère chez certains employés de rang inférieur et une cruauté impitoyable chez des cadres qui se considéraient supérieurs. L'impact de ces mots fut dévastateur pour toutes les personnes présentes, mais surtout pour Rodrigo. Il réalisa qu'Elena n'avait pas seulement été la victime de sa cruauté, mais aussi le témoin silencieux de son vrai caractère pendant 3 ans. Il avait été jugé sans le savoir, et avait échoué lamentablement à l'épreuve. Carlos profita de ce moment pour aborder quelque chose qui le dérangeait depuis des années. Il dit à Rodrigo qu'il avait construit une entreprise basée sur la peur et l'intimidation, où les employés faisaient semblant de le respecter simplement pour garder leur emploi. Il lui expliqua que la vraie loyauté ne s'achetait pas avec de hauts salaires, mais se gagnait par le respect mutuel et la dignité. Elena hocha la tête aux paroles de Carlos et ajouta qu'elle avait observé comment certains employés développaient des ulcères et des problèmes d'anxiété à cause de l'environnement de travail toxique. En tant qu'ex-médecin, elle reconnaissait les symptômes du stress chronique causé par un abus psychologique systématique. Rodrigo eut l'impression de voir sa vie et son entreprise pour la première fois avec clarté. Il réalisa qu'il avait créé un empire basé sur l'humiliation des autres, où son ego se nourrissait de la peur et de la soumission de ceux qui dépendaient financièrement de lui. Elena prit son sac et se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, elle se tourna une dernière fois vers Rodrigo. Elle lui dit qu'elle espérait qu'un jour il pourrait comprendre que la vraie richesse ne se mesurait pas en compte bancaire, mais dans la capacité de toucher des vies de manière positive, de laisser le monde un peu meilleur qu'on ne l'a trouvé. Ces derniers mots coupèrent l'air comme une prophétie, elle lui dit qu'il avait tout l'argent du monde, mais qu'il était l'homme le plus pauvre qu'elle ait connu, car il n'avait jamais appris la valeur du sacrifice, de l'amour inconditionnel ou de la perte qui transforme l'âme. Les jours qui suivirent l'incident changèrent à jamais la dynamique dans l'immeuble d'entreprise de Rodrigo Mendoza. L'histoire d'Elena se répandit comme des ondes dans un étang, touchant chaque recoin de l'entreprise et au-delà. Les employés ne pouvaient plus regarder leur patron de la même manière, et lui ne pouvait plus se regarder sans ressentir une onde profonde et lancinante. Marina avait pris l'initiative de faire des recherches plus approfondies sur le docteur Elena Vasquez. Elle trouva des articles de journaux médicaux, des témoignages de patients, des photographies d'elle recevant des distinctions pour son travail humanitaire. Chaque découverte rendait l'humiliation de Rodrigo plus grotesque et son ignorance plus impardonnable. Elena était retournée à son travail, mais quelque chose avait irrévocablement changé.
Elle n'était plus invisible. Les employés la saluaient avec un respect sincère, certains lui demandant même des conseils médicaux pour des problèmes mineurs. Carlos avait commencé à l'appeler docteur en public, un titre qu'elle avait initialement refusé, mais qu'elle commença peu à peu à accepter comme une façon d'honorer son passé. Rodrigo se trouvait dans un état de crise existentielle profonde. Il avait essayé de continuer sa routine normale, mais chaque décision, chaque interaction avec les employés, chaque moment de sa journée était teinté par la révélation de qui était réellement Elena. Il avait réalisé qu'il avait construit toute son identité sur une base fausse, l'idée que la richesse équivalait à la supériorité morale. L'histoire avait commencé à fuiter en dehors de l'entreprise. Certains employés avaient partagé les détails avec des membres de leur famille et des amis, et bientôt des journalistes locaux commencèrent à poser des questions sur le docteur Elena Vázquez qui avait disparu de la communauté médicale des années auparavant. Elena reçut des offres d'hôpitaux qui voulaient qu'elle retourne à la médecine. Des directeurs médicaux qui avaient suivi sa carrière exprimèrent leur volonté de l'aider à réintégrer la profession. Mais Elena n'était plus sûre de vouloir revenir. La médecine lui rappelait trop Maria Elena, et la douleur était encore trop intense. Rodrigo tenta d'approcher Elena à plusieurs reprises, mais elle gardait une distance professionnelle courtoise. Il n'y avait pas d'animosité dans son attitude, mais il n'y avait pas non plus de pardon facile. Elena avait appris que certaines blessures avaient besoin de temps pour guérir et que le pardon sincère ne pouvait pas être forcé ou acheté. L'entreprise commença à connaître des changements inattendus. Plusieurs employés de haut niveau, inspirés par la dignité d'Elena, commencèrent à remettre en question les pratiques abusives qu'ils avaient tolérées pendant des années. Certains démissionnèrent pour chercher des environnements de travail plus éthiques, tandis que d'autres s'organisèrent pour exiger des changements structurels. Marina avait développé une relation spéciale avec Elena. Pendant les pauses, elle la cherchait pour discuter de la vie, de la perte, de comment trouver un sens après la tragédie. Elena était devenue involontairement un mentor, partageant la sagesse qui ne vient que de la souffrance authentique et de la survie. Elena révéla à Marina qu'elle envisageait de créer une fondation en mémoire de Maria Elena, axée sur la fourniture de soins médicaux gratuits aux familles à faible revenu. C'était une façon d'honorer à la fois son passé de médecin et le rêve de sa fille d'aider les nécessiteux. Rodrigo fut informé des projets d'Elena et, dans une tentative désespérée de rédemption, proposa de financer entièrement la fondation. Mais Elena rejeta son offre avec une fermeté à la fois douce et inébranlable. Elle lui expliqua que la mémoire de sa fille ne pouvait pas être achetée avec de l'argent entaché par des années de cruauté envers les autres. Le refus d'Elena fut dévastateur pour Rodrigo, mais aussi transformateur. Pour la première fois de sa vie, il se retrouva face au rejet de quelque chose qu'il désirait désespérément et qu'il ne pouvait pas obtenir avec de l'argent. L'expérience le força à affronter la vacuité de son existence antérieure. Elena, d'un autre côté, avait commencé à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, un sens renouvelé du but. L'idée de la fondation avait réveillé quelque chose en elle qu'elle croyait mort à jamais. Ce n'était pas exactement de la joie, mais c'était quelque chose qui s'en rapprochait, comme l'espoir. Carlos devint un allié inattendu d'Elena, l'aidant à gérer les aspects juridiques et administratifs de la création de la fondation. Son respect pour elle s'était transformé en une forme de vénération, et il travaillait sans relâche pour soutenir sa vision. Les médias finirent par s'emparer de l'histoire complète. Les titres parlaient de la docteur invisible qui nettoyait des bureaux pendant des années tout en transportant les souvenirs d'une brillante carrière médicale. L'histoire toucha une corde sensible dans toute la communauté, surtout parmi ceux qui avaient vécu des pertes similaires. Elena fut obligée de donner des interviews, ce qu'elle avait d'abord refusé mais qu'elle finit par accepter pour honorer la mémoire de Maria Elena. Elle parla avec une éloquence et une profondeur qui impressionnèrent tous ceux qui l'écoutaient, démontrant une fois de plus que la véritable éducation et le raffinement ne se perdaient pas avec les circonstances extérieures. Rodrigo observait de loin comment Elena se transformait peu à peu d'employée invisible en figure publique respectée. Chaque article, chaque interview, chaque reconnaissance qu'elle recevait était un rappel poignant de l'ampleur de son erreur et de l'occasion manquée d'avoir connu sa vraie valeur dès le début. La fondation Maria Elena Vázquez fut finalement créée grâce à des dons de la communauté médicale, d'anciens patients d'Elena et de personnes ordinaires qui avaient été touchés par son histoire. Elena avait trouvé un moyen de transformer sa douleur en but, sa perte en héritage. 6 mois après l'incident qui a tout changé, Elena se tenait dans le bureau de la fondation qui portait le nom de sa fille. Les murs étaient décorés de photographies de Maria Elena et de lettres de remerciement des premières familles qui avaient reçu une aide médicale gratuite. C'était un espace rempli de mémoire et de but, où la douleur s'était transformée en service.
Elena ne travaillait plus comme femme de ménage dans les bureaux. La fondation avait grandi plus vite que quiconque ne l'avait prévu, alimentée par l'intérêt médiatique pour son histoire et par la générosité d'une communauté touchée par son exemple de dignité dans la souffrance. Mais, plus important que le succès extérieur, était la paix intérieure qu'elle avait commencé à éprouver. Son sac en cuir, maintenant poli et soigné, l'accompagnait toujours chaque jour. Il contenait toujours les photographies de Maria Elena, les diplômes médicaux et les lettres de patients reconnaissants. Mais il contenait maintenant aussi de nouvelles lettres, de familles qui avaient reçu des soins médicaux par l'intermédiaire de la Fondation, de jeunes médecins inspirés par son histoire, de personnes qui avaient trouvé de l'espoir dans son exemple. Marina avait quitté son emploi dans l'entreprise de Rodrigo pour devenir la coordinatrice administrative de la Fondation. Elle avait trouvé dans le travail avec Elena quelque chose qu'elle n'avait jamais connu dans le monde de l'entreprise, la satisfaction de contribuer à quelque chose de plus grand qu'elle-même, de faire partie d'une mission qui comptait vraiment. Carlos avait également démissionné, utilisant ses économies pour créer une petite entreprise éthique qui traitait tous les employés avec dignité et respect. Son temps de travail pour Rodrigo lui avait appris exactement comment ne pas diriger une entreprise, et l'influence d'Elena lui avait montré qu'il était possible de faire des affaires sans sacrifier l'humanité. Rodrigo avait essayé de transformer son entreprise après l'incident, en mettant en œuvre des politiques plus humaines et en essayant de réparer des années de dommages psychologiques causés à ses employés. Mais les changements étaient arrivés trop tard pour beaucoup, et sa réputation dans la communauté des affaires avait été irrémédiablement entachée. Plus important encore, il savait que ses motivations étaient principalement égoïstes, il voulait la rédemption plus pour sa propre tranquillité d'esprit que par un véritable changement de cœur. L'histoire d'Elena avait résonné bien au-delà des frontières de sa ville. Elle avait reçu des invitations à prendre la parole lors de conférences médicales, dans des universités, lors d'événements sur le développement personnel. Chaque fois qu'elle racontait son histoire, elle s'assurait de souligner qu'il ne s'agissait pas d'elle, mais de toutes les personnes invisibles qui travaillaient avec dignité dans des emplois que d'autres considéraient comme mineurs. Elena avait commencé à envisager de retourner partiellement à la médecine, mais selon ses propres conditions. La Fondation avait créé une petite clinique où elle pouvait soigner des patients sans la pression d'un grand hôpital, où chaque personne était traitée avec le temps et l'attention qu'elle méritait. C'était une façon d'honorer à la fois sa vocation initiale et la mémoire de Maria Elena. Le sac qui avait autrefois été une source d'humiliation était devenu un symbole de résistance et de dignité. Elena avait appris que nous portons nos trésors les plus précieux non pas dans des comptes bancaires ou des positions sociales, mais dans les souvenirs, les valeurs et l'amour que nous gardons vivants malgré les circonstances extérieures. Dans les nuits silencieuses, quand Elena ouvrait son sac pour regarder la photographie de Maria Elena, elle ne ressentait plus seulement de la douleur. Elle ressentait aussi de la gratitude pour avoir eu 18 ans avec une fille extraordinaire, pour avoir connu un amour si profond que même la mort ne pouvait le détruire complètement. Elena avait appris que la perte, aussi dévastatrice soit-elle, ne devait pas être la fin de l'histoire. Elle pouvait être, avec le temps et un but, le début d'une nouvelle façon de vivre qui honore à la fois ce qui a été perdu et ce qui reste. Son histoire était devenue le témoignage que la dignité humaine ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la capacité à garder vivant l'amour, la compassion et un sens à sa vie, même dans les moments les plus sombres. La Fondation continuait de croître, de toucher des vies, de sauver des familles du désespoir médical. Chaque vie impactée était une façon de garder vivante la mémoire de Maria Elena, de s'assurer que son rêve d'aider les autres se poursuivait grâce au dévouement de sa mère. Elena avait découvert que le vrai pouvoir ne vient pas de la capacité d'humilier les autres, mais de la capacité de transformer la douleur en compassion, la perte en service et l'invisibilité en influence positive. Son sac, qui autrefois ne contenait que des souvenirs douloureux, contenait maintenant aussi des preuves de vie sauvée, de familles réunies et d'espoir restauré. À la fin de chaque journée, quand Elena fermait son sac et se préparait à rentrer chez elle, elle savait qu'elle avait honoré non seulement la mémoire de sa fille, mais aussi la dignité de toutes les personnes qui travaillent silencieusement, qui servent sans reconnaissance, qui gardent vivante l'humanité dans un monde qui semble souvent l'avoir perdue. L'histoire d'Elena nous rappelle que chaque personne porte en elle une histoire unique, remplie d'amour, de perte, de rêve et de sacrifice. Elle nous enseigne que la vraie richesse se mesure à la capacité d'aimer, de servir et de conserver sa dignité même lorsque personne ne regarde. Elle nous montre que les apparences sont trompeuses, que la valeur humaine n'est pas déterminée par la position sociale et que la compassion sincère ne peut naître que de la reconnaissance de notre humanité commune.